Fred, tu peux faire un pas en avant vers Morgane, s'il te plaît. Voilà. Alors on dirait que tu... Action. Bienvenue sur le tournage de Space Game, une série qui s'amuse du destin de 3 vendeurs de jeux vidéo, incarnés par les humoristes Frédéric Sigrist, Morgane Cadignan et Dedo. Quand tu te défourailles, t'expulses fortement. Et comme leur boutique reste très souvent déserte, nos amis geeks ont pas mal de temps libre pour discuter de leur passion dévorante. Puisque je te dis qu'on peut pas cancel Super Mario. Eh ben, on devrait. Mais d'où on devrait, c'est Super Mario, comment... Oh, tu m'énerves, je te jure, tu m'énerves. Il se passe quoi, les gars? Mais c'est ce fou, là, il veut cancel Super Mario. Eh, si on analyse un tout petit peu Mario, on prend du recul, Mario c'est qui? Plombier, moustache, salopette. On est clairement dans un porno des années 70, hein. Mamma mia, c'est mon tuyau. Mais attendez 2 secondes. Depuis quand entend-on des blagues de geeks à la télévision à une heure de grande écoute? L'époque où le jeu vidéo, les mangas, les super-héros étaient encore considérés comme des sous-cultures n'est pourtant pas si loin. Tout le monde fait des trucs sur les super-héros. T'as des séries sur les super-héros, des films sur les super-héros. Mais moi, j'oublie pas qu'avant que ça soit une mode, c'était pas forcément cool de lire des bandes dessinées de super-héros. Hein. Je vais vous dire, à l'adolescence, va essayer de pécho quand t'as des Strange et des Special Strange sous ton bras. Hein. C'est des contraceptifs qui se lisent. Hein. Depuis cette sombre époque, les geeks ont largement pris leur revanche. Les cultures pop et ludiques dominent le paysage médiatique et désormais, le geek est devenu chic. En fait, nerd et geek, ça veut dire passionné à la base. C'est passionnant de voir des gens passionnés, quelle que soit un petit peu leur passion. Donc du coup, non, il n'y a aucune raison d'avoir honte de parler de jeux vidéo, de dire qu'on aime les jeux vidéo, de la même manière qu'on peut dire qu'on aime la Formule 1 ou les boîtes de conserve. C'est une niche, les boîtes de conserve, j'avoue. Écoute, si on a le droit d'aimer les boîtes de conserve comme on aime les jeux vidéo. Il y a des gens qui aiment les jeux vidéo ce soir d'ailleurs? Oh, un public de qualité, très bien. Et est-ce qu'il y a des gens qui aiment pas les jeux vidéo ce soir? Vous entendez, le son, il est toujours un peu différent. Hein. Il y a des gens qui aiment pas les jeux vidéo? Oui. Que tous les créateurs de jeux vidéo meurent dans un accident de montgolfière, s'il vous plaît. En parallèle, l'humour connaît lui aussi son apogée, avec l'explosion du stand-up francophone et bien sûr, celle du web et de ses formes d'humour bien particulières. On fait moi les malins maintenant que j'ai mon chameau mitrailleur, hein. Oh merde, le zombie, merde, et vite, et merde. Ça marche plus? Qui c'est qui l'a pété? Dans les années 2000, il y avait cette espèce de, on va dire, de tendance qu'on appelait même entre nous la dictature de l'humour, qui était, si tu veux parler d'un contenu, parler d'un sujet, il faut forcément faire des blagues, rajouter des interjections, des petits sketchs, une perruque, une voix, une animation. Donc voilà, c'était inévitable. La rencontre des 2 géants que sont la culture geek et l'humour était vouée à produire quelque chose d'explosif. Et l'humour geek, sous toutes ses formes, a déjà révolutionné les modes de divertissement et de socialisation de plusieurs générations. J'étais une adolescente très enfermée chez elle. J'étais isolée, j'avais pas beaucoup d'amis parce que j'arrivais pas à m'en faire. Et puis, ce travail m'a permis de m'ouvrir aux autres. Pourquoi il y a un pantin pervers qui nous poursuit? Oh, parce que c'est la rue, écoute. Ça t'arrive pas dans la vie? Alors si vous vous êtes toujours demandé ce qui faisait rire et délirer des millions de geeks passionnés de jeux vidéo, de super-héros et d'univers imaginaires, vous êtes au bon endroit. Ne vous envolez pas, ne vous téléportez pas et laissez-nous vous conter d'où viennent les humours geeks et comment ils ont bien pu conquérir la planète. 100. Ok. Voilà arrivé sur le continent de l'humour geek. Un vaste territoire à explorer où les rires se fondent avec l'imaginaire. Et pour le découvrir, vous serez accompagné de valeureuses et valeureux représentants des différents clans de l'humour geek. Depuis des années, chacun emprunte son propre chemin, unique et personnel. Mais très bientôt, pour la toute première fois, nos héros vont être réunis pour retracer ensemble la grande épopée de celles et ceux qui font rire les geeks.
Moi, j'ai grandi à Vendeuvre, c'est dans la banlieue de Nancy. C'est une cité qui, pendant très longtemps, s'en est enorgueillie d'avoir plus de 89 nationalités. Voilà, c'était une sorte d'arche de Noé, tu vois, de culture, etc. Et comme on partait pas en vacances, je me faisais chier comme un rat mort. Lui, c'est Frédéric Sigrist. Il est humoriste, animateur radio et c'est aussi le créateur de Space Game. Et c'est là qu'il y avait ce magasin de jouets et de jeux vidéo. Et comme je commençais à nourrir une passion assez intense pour les Chevaliers du Zodiaque, et que c'était l'époque où on les vendait, tu sais, dans des belles boîtes, ça valait la peau du cul quand même. Hein. Ben, j'adorais regarder juste les rayons, parce que j'avais pas les moyens de me les payer à l'époque. Et en fait, mon temps se divisait entre les passages aux Nations, le centre commercial, et des moments où j'étais chez moi et où je lisais les Spécial Strange, les Strange, qui était en fait la revue française dans laquelle paraissaient tous ces super-héros. Des comic books qui m'avaient été donnés par mon oncle. J'en avais, mais que de temps en temps, quand on faisait par exemple les marchés, où tu avais des vieux geeks qui revendaient des piles de livres qui ne se suivaient pas les uns les autres. Le voyage que je faisais pas de manière concrète, je le faisais via ces lectures, ou juste en regardant les boîtes de Chevaliers du Zodiaque, comme dire « Waouh, c'est trop bien !» Mon premier vrai souvenir de jeu vidéo, c'était une bande d'arcade justement, effectivement. Et j'avais un oncle qui habitait dans le Pas-de-Calais et qui était tenancier de bar et qui a eu la bonne idée d'avoir une bande d'arcade à l'époque. Lui, c'est Dedo. Il est humoriste et vous le retrouvez aussi sur YouTube et bien sûr dans la série Space Game. À quoi ressemblaient les gens qui jouaient à cette bande d'arcade dans les bars? À des gens de bar, vraiment. Hein. Il n'y a pas vraiment de profil de joueur de rapido. Mais quand même, ça sentait beaucoup plus la nicotine que le patchouli, hein, on va pas se mentir. Comme moi, j'allais en vacances des fois de temps en temps là-bas, j'avais le droit de traîner un peu, mais pas longtemps parce que j'étais petit. Et puis surtout pour éviter de mourir d'un cancer du poumon avec tout ce qu'il y avait comme fumée, parce qu'à l'époque, c'était quand même autorisé, c'était autre chose. Moi, j'aimais bien fréquenter un petit peu ce monde d'adultes, tout en pouvant, alors ne pas jouer à l'époque, parce que quand ils me disaient non, tu joueras pas, tu peux regarder. Et déjà, regarder, c'était le premier pas fantasmé de « Ah, peut-être qu'un jour, je pourrais faire ça, et c'est moi qui donnerai les mouvements plutôt que de les regarder ». C'est super. Qu'il s'agisse de jeux vidéo, de comics, de mangas, de films, les cultures geeks ont façonné des millions et des millions de jeunesse. Et dans tous ces mondes imaginaires, fondateurs de la pop culture, la part belle est faite à la bravoure, à l'action, à l'aventure. Alors comment ces geeks de la première heure ont bien pu avoir l'idée d'en faire un sujet humoristique ? Regarde, je pense que je t'apprends pas. Spider-Man, c'est un gamin qui est hyper angoissé quand il doit se battre contre des super vilains, tout en se demandant comment il va payer son loyer, comment il va gérer Tante May, ou ce genre de choses. Et son mode opératoire pour se donner du courage et pour déstabiliser ses adversaires, c'est faire des vannes. C'est un distributeur de punchline de folie quand tu le lis en comic book. Et l'humour est un outil. C'est une arme en fait. Hands up! So, should we kiss now? Yeah, maybe later. Le Joker, dans la version Killing Joke souriait d'Alan Moore, on t'explique que c'est un humoriste raté, avant même de devenir cette figure du crime. Et en fait, s'il est comme il est, c'est parce qu'il pense que la vie est une énorme blague où rien n'a véritablement de sens. Ce cynisme, il n'est pas très loin du métier d'humoriste. En ayant grandi avec des petits pères la morale comme ça, des pères et des mères la morale, hein, j'ai toujours eu envie de sauver la veuve et l'orphelin, de mettre un costume et puis de rendre service à la communauté. Et je sais que quand j'ai commencé à faire mes spectacles, ma Batbelt, ma Batmobile à moi, ma Batcave, c'était l'humour en fait. C'est que j'ai découvert la vie de Jésus à peu près en même temps que les livres d'Heroic Fantasy et les super-héros. Et encore aujourd'hui, je vois pas bien la différence. Quand j'ai commencé le One Man Show, initialement j'étais vraiment beaucoup plus sur de la politique. Et c'est lors d'un festival en Martinique où j'ai rencontré Dedo. Et en parlant, je me suis rendu compte qu'on avait des tonnes de points communs. Et c'est là que tu m'as dit, je m'en souviendrai toujours, mais c'est marrant parce qu'on n'arrive pas du tout à imaginer que ce gars-là, son kiff, c'est Alan Moore, Batman, Spider-Man.
Mais j'ai très vite analysé pourquoi je ne le faisais pas, c'est que c'était tellement important et sacré pour moi que je ne supportais pas qu'on puisse en rire. La Bible, le Coran, la Torah, c'est juste des livres d'heroic fantasy qu'on a pris un tout petit peu trop au sérieux. Hein. Et d'ailleurs, je ne suis pas sûr que parler avec un fondamentaliste religieux soit extrêmement différent qu'une conversation avec un fan de Star Wars. Hein. Étant gamer, à un moment, je me suis dit que c'était intéressant de parler de jeux vidéo parce que dans le stand-up, tu parles de choses qui peuvent te concerner, qui peuvent faire partie de ton ADN et ça fait clairement partie de mon ADN. Donc j'en ai parlé dans le deuxième spectacle. Moi, je suis vraiment gamer, tu vois. Donc j'ai envie de défendre un petit peu cette cause-là, parce que c'est tellement diabolisé dans les médias, à un moment, t'as envie de monter au créneau, parce que t'entends tellement de conneries autour de ça. Les jeux vidéo sont-ils dangereux pour la santé? Si on les mange, oui, sinon ça va, franchement. Et par la force des choses, on se met à en parler aussi dans Space Game avec Fred, parce que ça nous paraît cohérent. Par exemple, si j'étais ostréiculteur, je parlerais des huîtres, je dirais, franchement, les huîtres, sauf que c'est plus niche, les huîtres. Vraiment, une fois que tu as parlé un petit peu de la couleur, l'aspect et la texture, tu as fait un peu le tour. Alors que les jeux vidéo, tu vois, c'est dense. Bonjour. Alors, on a acheté des jeux chez vous et ils marchent pas. Et le sac, pas terrible aussi, donc... Quoi? Il est bien le sac? Non, il est pas terrible. Et vous avez identifié le problème? Ça vient d'où? Ouais, à chaque fois qu'on joue ensemble, c'est lui qui gagne. Toujours. Alors pourquoi on a choisi une boutique? Parce qu'en fait, on voulait que ce soit un carrefour de rencontres avec plein de gens différents, d'âges différents, de classes sociales différentes. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Ils sont touchants, les deux, là. J'aime bien les petits vieux, moi. Je trouve ça glauque un peu, les vieux. Mais qu'est-ce que tu racontes? C'est grave mignon. Hein. Non, bébé labrador, c'est mignon. Ça, c'est pas du tout ce que tu décris. Ensuite, ce que j'adore dans l'idée que ça soit une boutique, et une boutique de jeux vidéo en ce moment, c'est que c'est crépusculaire. Tu réponds pas? Non. T'es occupé? Non. Mais lui, il le sait pas. Je comprends pas. Mais qu'est-ce que tu comprends pas? Si je décroche tout de suite, il va croire que je suis pas occupé, que la boutique elle est vide, il y a pas de clients, et du coup voilà. Il y a pas de clients. Non, il y a pas de clients. Mais lui, il le sait pas. Une série comme Space Game, c'est la concrétisation du chemin parcouru par les cultures geeks et par celles et ceux qui les ont vécus comme des éléments fondateurs de leur personnalité. Mais pour imposer ses passions dans le paysage médiatique, il a d'abord fallu les assumer, les défendre face aux opinions moqueuses et apprendre à en rire. Bim! In your face! 3 millions! Attends. Enfin réunis dans un campement de fortune, nos héros se regardent silencieusement, tout en pensant leurs blessures. Le grand voyage des clans de l'humour geek a été parsemé d'embûches, de moqueries et de brimades, dans un monde qui a longtemps refusé ceux qui vivaient pour rire et s'amuser. La nuit tombée, nos héros chantent la mélodie des chagrins passés pour se souvenir de leurs humbles débuts et célébrer ce qu'ils sont devenus. Je suis née à Troyes, en Champagne-Ardenne, dans une famille qui était très très fan de jeux vidéo. Elle, c'est Caral. Elle est youtubeuse et streameuse sur la plateforme de vidéo en direct Twitch. On peut dire que je suis quasiment née avec une manette entre les mains. Peut-être même le fil de la manette, tu vois. C'était le cordon ombilical. Et puis, mes parents étaient très fans de Mario à l'époque. Et mon grand-père et mon père collectionnaient les vieilles consoles, donc de Atari à la NES, à la Super NES. Je suis très très vite tombée dedans. Et je crois, de mémoire, j'ai toujours joué aux jeux vidéo. On sent toute l'essence du pro gamer remonter à la surface. Là, je me passe... Voilà. Ah non! L'essence du pro gamer vient de s'évanouir. Fouf, en fumée comme ça. Quand on est une fille et qu'on a des passions un peu atypiques par rapport à son genre, c'est très compliqué de trouver des gens avec qui partager. C'est vrai que moi, dans les cours de récré, donc que ce soit primaire, collège ou lycée, j'en parlais pas. Hein. C'était un peu une honte. Là où toutes les copines, elles avaient d'autres sujets de conversation, moi, je rentrais chez moi, je jouais aux jeux vidéo. Tu connais? Oui. C'est quoi? Freaks and Geeks. Bill, that is not sexy. La représentation des geeks n'a pas toujours été des plus glorieuses. L'homme à lunettes, mal adapté socialement, blanc comme un verre de lait, soit rachitique, soit obèse, avec la barbe en option pour les rares spécimens capables de s'en faire pousser une. Le plus souvent, il s'agissait de rire des geeks et non pas avec eux. Ouais. Alors en même temps, c'est pas totalement réaliste parce que le gars a 2 copains. Toi, t'en avais pas? Non. Non. C'est pour ça que t'as fait des enfants? Mais il s'est pas ami avec moi non plus.
C'est dur, hein. Ouais, mais c'est comme ça. Tu crois qu'au lycée, enfin, si on était dans un lycée américain, je t'aurais un peu enfermé dans ton casier? Elle, c'est Morgane Cadignan. Elle est humoriste, chroniqueuse radio et comédienne dans la série Space Game. Je suis pas geek et j'ai pas ces addictions-là. Mais j'ai joué un peu à... Bon, mon petit niveau, hein, à Mario Kart sur DS. Et je jouais avec ma petite sœur. Et déjà, le truc de Terrence qui rentre dans la chambre pour dire « va te coucher ». Et on était vraiment sur la DS sous les draps, tu vois. Mais je suis pas geek parce que je sais que si je commence à mettre... à rentrer dans la brèche, je vais faire que ça. Ah bah ouais. Non, en fait, tu sais, ton rapport à la danse, ton rapport même compulsif, et on peut le dire, obsessionnel, à la danse, tu vois, aux chorégraphies chiadées, que tu peux pas faire comme ça sans entraînement ni échauffement, ça se rapproche un petit peu de ça. Hein. Moi, T'es un enfoiré, mais ok. Mais en vrai... Tous les gens qui font du stand-up, on était un peu les losers du collège. Ah, moi j'étais le mec qu'on vient voir au fond de la classe pour faire des dessins, tu vois. Tu peux pas nous dessiner un truc, tu me feras un bisou. Non, fais des dessins. Mais ok. Ah voilà. En plus, t'es con parce que tu espères, tu te dis, si le dessin est bien fait, peut-être qu'elle voudra bien que je mette la langue. Bah, ça n'arrive pas. Ça n'arrive pas. En début d'adolescence, j'avais une obésité morbide. J'étais vraiment très très gros. Être sexy de base, c'était déjà pas du tout dans mon univers personnel. Après, ça allait mieux. Mais du coup, j'ai pas vraiment évolué par rapport à mes discours. Hein. Quand je disais que j'aimais les jeux vidéo, je l'ai dit à 12 ans, comme à 15 ans, comme maintenant à 43 ans. Donc, non, aucun problème avec ça. Et j'en suis pas mort non plus du fait qu'à un moment, les gens disaient « Ah bah dis donc, tu joues à des jeux ?» Eh ben, parce qu'ils avaient cette répartie-là. Donc, c'était pas très grave. Je leur disais « Ah ouais ?» Eh ben, du coup, et ça faisait des conversations sans COD. Et j'adore ça vraiment. Quand les conversations vraiment se déroule bien et que d'un coup... Partagés entre passion et marginalisation, les geeks ayant grandi au XXe siècle font le plus souvent le récit d'une jeunesse, disons, complexe. On a toujours l'impression, quand on parle, d'avoir connu une sorte de Vietnam de la représentation. Tu sais, ouais, mais tu sais, et je l'ai fait aussi parce qu'en fait, on avait tellement besoin de reconnaissance de ce qu'on aimait que on parle, ouais, mais tu sais, moi je faisais partie des premiers, on achetait Street Fighter 2, tu vois, dans des cartouches comme ça, fallait souffler. Et t'as vraiment l'impression, tu sais, que c'était dur, que tu devais pédaler pour faire fonctionner ta Famicom, etc. Alors que on était juste déjà hyper gâtés avant les autres, parce que ça coûtait quand même la peau du cul. Et surtout, ces gens qui ont grandi avec les jeux vidéo, avec les comic books, avec les mangas, etc., ils ont commencé à intégrer les sphères de décision à la télévision, au cinéma, etc. Des grands réalisateurs, même Tarantino, c'est quoi si ce n'est un geek fini Peter Jackson, Guillermo del Toro. Et en fait, c'est juste la vie qui s'est contentée de faire son chemin et qui les a fait vieillir. Et qui fait qu'au bout d'un moment, on se retrouve dans des postes où on peut dire, bah tiens, j'ai une idée de série, j'ai une idée de spectacle. On t'écoute. Et puis, il y a ce moment, souvent présenté comme le grand moment de bascule pour les geeks du monde entier. La sortie en 2007 d'une sitcom au succès monumental, Big Bang Theory. Oh no! Oh no! Make way for the fastest man alive! Oh no! See, this is why I wanted to have a costume meeting. We all have other costumes. We can change. Or we could walk right behind each other all night. It'll look like one person going really fast. Moi, quand j'ai découvert Big Bang Theory, ce qui m'a frappé en premier, surtout, c'est que c'était drôle. Mais pour la dimension geek, je me disais non, c'était un petit peu caricatural. J'ai suivi toutes les saisons de Big Bang Theory, forcément parce que les thématiques qui étaient abordées dans la série, je les connaissais. Donc ça me parlait énormément. Ça m'a pas bouleversé dans le sens où je me suis dit, ah, enfin une série qui parle. Je trouvais ça cool, parce que je me suis dit, tiens, ça y est, enfin une série qui va parler d'une certaine caste qui est quand même très très nombreuse et qui lui donne quand même malgré tout une image positive. Mais pour moi, la série reste très très cliché, beaucoup trop cliché. On est quand même sur un groupe de potes qui restent très fermés dans leur passion.
Et un jour, il y a cette voisine un peu jolie, un peu sexy, qui vient s'installer juste en face. Et elle devient l'objet de toutes les convoitises parce que, attention, c'est une femme. Alors oui, Big Bang Theory a effectivement popularisé les geeks, ou plutôt une certaine vision des geeks dans l'inconscient populaire. Mais soyons réalistes, les séries télé ont toujours un temps de retard sur le réel. Alors si la série américaine a pu exister à la fin de la décennie 2000, c'est bien parce que les cultures geeks étaient déjà entrées dans leur âge d'or moderne, ayant investi leur plus vaste terrain de jeu, Internet. En s'approchant de l'antique capitale de la drôlerie, nos héros découvrent avec stupeur qu'elle est assiégée par l'ogre du manque de fantaisie. Pour délivrer les villageois d'une existence terne et fade, nos héros se lancent dans une lutte sans merci. Les clans de l'humour geek en sortent triomphants. Libérés, tous les villageois peuvent enfin exprimer leur fantaisie et étendre les frontières du continent de l'humour geek. Pour comprendre ce qui fait rire les geeks aujourd'hui, il faut aussi se plonger dans la culture du web, où un humour à part circule librement depuis les années 1990. Les mèmes et les créations originales, constamment partagées, remixées, parodiées, détournées, adoptent avec le temps des codes uniques, où le rire éclate à la faveur de l'absurde, de l'impertinent et de l'inattendu. Donc moi, en 2007, je suis en train de finir des études d'anglais, en fait, pour me prédestiner à devenir professeur d'anglais. Lui, c'est Benzaï, et vous retrouverez ses vidéos sur YouTube et également sur Twitch. Pour m'entraîner, je traîne de plus en plus sur des forums anglais, anglophones, notamment avec le rétro gaming qui est en plein boom à l'époque, avec bien sûr l'Angry Video Game Nerd qui là, c'est une épiphanie quoi, découvrir un mec qui hurle sur sa cartouche de Tortue Ninja alors qu'elle m'a rendu fou toute ma vie, et le mec se venge en fait, il insulte la mère de la console. Why is this game so hard? It's for kids. Have mercy. And you know what pisses me off? They're turtles for fuck's sakes. They can't even swim. It sucking fucks, it fucking sucks, it fucking blows, it's a piece of shit, and I don't like it. Et ça, en fait, je le regarde en boucle, mais ça devient une obsession. Je le vois, je sais pas, peut-être 50 fois la première semaine que je le découvre. Et du coup, je m'incruste sur ces forums qui parlent que de ça. Et c'est pour ça, en fait, que je me lance dans ma propre série de vidéos avec mon propre montage. J'apprends tout sur le tas. Je fais planter mon PC je ne sais pas combien de fois avec mes versions pirates de Sony Vegas pour faire le montage, etc. C'était devenu une mission de participer à ce délire-là, de m'incruster là-dedans et de devenir legit dans cet univers de la geekerie anglophone. Et 6 mois plus tard, quand enfin on m'envoie un espèce de chèque de dividende de même pas 100 balles, alors que je suis en Angleterre en train d'être commencer à être un peu prof, et je me dis, ça y est, là, la carrière est lancée. Je ne pense qu'à ça toute la journée. Je n'ai envie de faire que ça, que du montage, que des conneries, que mettre des perruques, que hurler, que me venger sur des jeux, et surtout montrer des jeux, les faire sortir de terre et les partager avec les gens. Jim Carrey is the best hero of all time. Why is that? Because it's a nerd, just like me. He has a baseball cap, white shirt, and most importantly, glasses. Du coup, moi, j'ai ma petite maison, j'ai la chance d'avoir ma petite niche qui plafonne entre les 20 000, voire les 100 000 quand c'est une grosse vidéo de spectateurs. Et je me dis, de toute façon, en français, ça n'intéresse personne, le rétro gaming, les vidéos vraiment super geek. Et arrive le joueur du grenier, qui est un espèce de second électrochoc, qui du coup est le penchant francophone de l'Angry Video Game Nerd. On me demande souvent quel est le pire jeu auquel j'ai jamais joué, quel est le jeu que je déteste le plus. C'est lui, c'est celui-là, c'est le... Tortue Ninja sur NES. J'ai dit Tortue Ninja sur NES. Voilà, merci. Et quand je me suis rendu compte que le joueur du grenier arrivait même à dépasser le maître, je me suis rendu compte que si je voulais vraiment pérenniser mon activité, parce que j'en vivotais encore qu'à l'époque, si je voulais pérenniser ça, il fallait que je saute dans le grand bain et que je me lance en français, dans le texte, avec une toute nouvelle chaîne. Écoutez, là je suis visiblement très occupé, il vous fallait quelque chose, monsieur? C'est que je cherche l'édition collector de Skyrim sur PC et je la trouve pas en grande surface. Vous l'avez pas trouvé en rayon? Ah ouais, là, il faudrait que je m'en occupe. Il y a ce youtubeur américain que j'aime bien, qui s'appelle Markiplier, et qui est spécialisé, lui, dans les jeux d'horreur. Hello everybody, my name is Markiplier and welcome to Let's Play. Je pense que c'est un peu grâce à lui aussi que j'ai commencé YouTube. Je me suis dit, pourquoi pas moi?
Got a bad feeling about this one. I have a bad feeling about this. God damn it! Wow! Le personnage de Hard Corner, en fait, il m'est venu avec, en achetant simplement une perruque d'Halloween à 1 livre sterling quand j'étais perdu en Angleterre. Et la voix est venue tout de suite. Il fallait absolument que je parle d'une nouvelle manette pour jouer à Street Fighter. Et en fait, j'étais en mode tout excité, en mode genre « Oh, mais c'est trop de la balle !» Et c'est venu tout seul. En fait, lui mettre un peu tous mes travers de mec qui était trop à fond, trop en boucle, super irritant au possible, absolument jamais respectueux, qui crache par terre, qui se balade en slip, etc. Tout ce côté un peu crado dégueulasse. Le pousser au maximum, mais finalement ça reste quand même vraiment une part de moi. Bonjour, bonsoir. Un personnage qui rejoint une large galerie de nouveaux visages venus envahir les plateformes numériques. Les créateurs et créatrices y chérissent une liberté de ton en opposition avec celle des médias traditionnels, avec l'humour en figure de proue. C'est trop sombre. Essaye avec Flash. Ok. Donc YouTube au début des années 2010, c'est pas la machine à pognon qu'on connaît, c'est pas eh bien une espèce d'avalanche de contenu, on va dire, qui est fait pour être consommé et oublié directement. On n'est pas encore sur les vidéos de gosses qui déballent des jouets pendant 3 heures et on ne sait pas quand est-ce qu'ils dorment. Il y avait vraiment cette espèce de côté unique. Il fallait se démarquer par son montage, par son écriture, par l'humour. Quand j'ai commencé en 2015, je ne savais pas ce que je faisais du tout. J'ai juste allumé ma caméra, ma première vidéo. Oh, la catastrophe. Oh. Ouais, non, faut pas la voir. Hein. C'est une honte, c'est chaotique. Moi, j'étais fan de 2 choses dans la vie, les jeux vidéo et le cinéma. Et peut-être l'idée, pour moi, à ce moment, une idée qui a germé comme ça, une idée un peu folle, de me dire, et si tu liais les deux? C'est pas débile comme idée. Donc j'ai commencé à jouer à des jeux vidéo, mais à mes let's play, je venais greffer des petits courts-métrages comme ça, des petites scènes sur fond vert que je scénarisais, que je tournais, que je montais. Je rajoutais parfois des effets spéciaux, je parodiais aussi. Un fusil? Mais qu'est-ce qu'il va faire avec un fusil? C'est un fou furieux. Moi, j'aimais bien un peu cette bataille d'idées, cette bataille de contenu, en fait, de penser un concept, de l'emballer comme une petite émission, mais faite par des petites mains d'indépendants. Et ce côté très indé, très à la maison, très poisseux de YouTube, j'y suis encore très attaché. À ce stade de l'histoire, l'humour est omniprésent dans les cultures geeks et il trouve un public de plus en plus large. Chaque créateur développe son style bien personnel, mais qui s'ancre tout de même dans des codes communs. Des mécaniques du rire geek, en quelque sorte. Au centre de la capitale s'élève le temple des amuseurs. Entre ces murs bénis, nos héros découvrent les reliques sacrées de l'humour geek. Après un moment d'euphorie de les voir ainsi réunis, ils et elles se recueillent devant les 3 plus précieuses. Le bouclier de l'autodérision, l'orbe de la référence et l'estoc de l'irrévérence. Ensemble, ils répètent la devise sacrée de l'humour geek. Autodérision, référence et irrévérence. Congratulations, Daniel. L'autodérision est un ressort récurrent de tous les types d'humour. Une façon de se réapproprier ou de détourner des clichés, d'assumer par le rire une certaine fragilité. Yeah. Does him wanting to play with us again mean that he's turning into a geek? Or we're turning into cool guys? Au début, je me tapais dessus, parce que c'est toujours une manière de ramener le public. Et c'est toujours drôle. En fait, c'est pas que tu te tapes dessus parce que tu t'aimes pas ou quoi, mais parfois tu te tapes dessus parce que sinon ça va paraître hyper prétentieux, ce que tu dis. C'est une forme de pragmatisme aussi. Déjà, je trouve qu'il y a quelque chose de très orgueilleux, en fait, à monopoliser comme ça l'attention. Il faut faire attention vis-à-vis du public, que ce soit pas un truc... Écoutez, je vais vous expliquer la vie, et je vais vous l'expliquer à vous, pauvres gueux. Et donc, en fait, l'autodérision, ça permet de remettre les choses en perspective. Ouais. Tu donnes ton avis, mais en même temps, t'es pas dupe sur ce que tu es et sur la manière dont les gens te perçoivent. Ça, c'est la séduction. Je me moque de moi en permanence.
Ça, c'est la raclette. Ça, c'est la tartine de Nutella. Ça, c'est la deuxième raclette. Sushi, raclette, 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 raclette. Quand j'ai commencé YouTube, je me prenais beaucoup de commentaires négatifs, ce qu'on appelle communément des haters. C'était gratuit, c'était méchant, ça me faisait beaucoup de mal. Et je me suis dit que peut-être la meilleure façon de pallier à ça, c'est d'abord de me moquer de moi. Comme ça, je prends les armes et je les laisse démunis. Dans les cultures geeks, l'autodérision est un réflexe de la première heure. En 1952 se lance par exemple le magazine Mad, monument de la pop culture, qui inspirera en France Harakiri et Charlie Hebdo. Mad, qui signifie fou, est la revue la plus agressivement satirique des États-Unis. Mad publie donc des comics qui se moquent des comics, de la pop culture et des mœurs nord-américaines. Et cette longue tradition d'autodérision se perpétue jusqu'à aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe que je dois gérer une situation qui m'inquiète. Tu dois faire une addition à 2 chiffres. Je suis tombé amoureux d'une fille qui aime pas les jeux vidéo. Elle aime pas les jeux vidéo? Laisse tomber. Non, je veux pas. À part ça, elle me plaît trop. Mais non, mais c'est mort, tu vas droit dans le mur, mec. Tu joues depuis que t'as 15 ans. C'est pas possible, c'est comme si un lion tombait amoureux d'une gazelle. Ah non, je veux pas la bouffer. T'es beaucoup plus con. Oui, dans la vraie vie, oui, bien Non. sûr. Non, mais j'ai essayé d'élever un peu le personnage à une certaine intelligence. Mais c'est vrai que dans le réel, je suis beaucoup moins... Tu sais que tu es vraiment la seule qui sera un petit peu grandie de cette série. Hein, parce que c'est vrai que nous, on est vraiment des teubés. Hein. Parce que c'est intéressant de donner des valeurs positives à ces personnages-là, moi, je trouve. Oui. Fort heureusement, les geeks ne passent pas tout leur temps à se moquer d'eux-mêmes. Il y a aussi énormément de références culturelles qui les relient. Et Yoshi? On en parle de Yoshi? Ah oui. Quoi, Yoshi? Quoi, Yoshi? Quand il est arrivé, le personnage de Yoshi, c'est passé quoi hein? Déjà, Mario, il est arrivé à lui monter dessus. Esclavagisme. Hein? Et pour lui faire tirer la langue, pour que ça avance dans le jeu, il faisait comment? Il lui mettait des grosses patates dans la tête. Violence animale, 1er degré. Putain, c'est vrai. Putain, non seulement le mec, c'est un stalker de princesse, mais en plus, il maltraite les animaux, quoi. Ah, mais Mario, en fait, c'est red flag à tous les étages. Faire référence à une œuvre plus ou moins connue, la décortiquer, l'aduler, la tourner en dérision, c'est lancer un grand cri de ralliement pour celles et ceux qui partagent la même culture. Alors, avoir la ref ou ne pas avoir la ref, telle est la question. Eh, je vous jure que c'est vrai. Hein. Il y a un jeu vidéo, c'est un simulateur de chèvre. Et t'étais au courant? Avez-vous toujours rêvé de devenir une chèvre? Allez, viens, Besta, on va faire un tour. Un tour de ça! C'est par là! Is that a goat? Oui. Elle a été choquée. Vous jouez à ça? C'est pour ça que le pays part en couille, c'est normal. Alors attends, ok, donc en quoi consiste le jeu? Quel est le but de ce jeu vidéo? Être une chèvre. T'es conscient que dans la réponse, déjà, il y a un indice que tu devrais pas le faire. Après, je vais parler du stand-up moderne. Oui, votre truc de jeune. Mais les rêves, faut faire attention parce que, à un moment, tu te fermes des gens. Ah, mais moi, j'ai fait un peu l'effort d'ouvrir mon spectacle et mon écriture parce que parfois, j'avais des trucs. Les rêves, c'est souvent des balles perdues, tu vois. Ah, pour moi, ça permet de séparer le bon grain de l'ivraie. Ouais, bah oui. J'aime bien l'idée que ça soit vraiment ceux qui... Non, mais moi aussi, mais j'aime bien aussi jouer devant du monde. Oui, mais voilà, là, moi j'en suis pas, j'ai jamais été dans cette... Ouais, dans cette recherche du remplissage. Non. J'ai aucune limite sur les références, surtout que j'ai une plutôt bonne culture cinématographique. Donc si je viens y caser une petite réplique de film, moi je suis toujours contente de regarder dans les commentaires, je les fais défiler. Et s'il y a une personne sur 100 000 qui me dit « j'ai reconnu la ref, ça vient de tel film », je suis joie. Je suis joie. Après l'autodérision et la référence, il est impossible de parler des codes de l'humour geek sans mentionner l'irrévérence. Et je suis une personne qui aime aussi les plaisanteries. Oh, regarde, tu as une tache ici. Où ça? Décalé, dérangeant, absurde, satirique, voire même outrancier. Le rire geek est le plus souvent un rire anticonformiste. It's my landlord, Pearl. Hi, Pearl. You don't have to raise your voice. You pay you! I can give you half. You pay. No, bitch. Hey, don't call me bitch. I'm a grown man. Ce petit côté piquant de l'humour geek, cette tendance à caresser la norme à rebrousse-poil, est finalement très typique des cultures qui naissent en réalité comme des contre-cultures.
Tu veux un coup de pelle dans ta gueule. À tel point que certains créateurs n'hésitent pas à pousser le curseur encore un cran plus loin, pour faire entrer l'humour geek dans une dimension carrément politique. Je me tais. Soudainement, une nouvelle menace s'approche de la capitale de la drôlerie, le basilic de l'intolérance. Son venin sème la discorde et la colère chez les villageois, et nos héros ne sont pas épargnés. Le pouvoir du basilic est tel que les clans de l'humour geek en viennent à oublier ce qui les réunit depuis la nuit des temps. Partager des imaginaires. Wolverine, en fait, c'est ce qui m'a toujours plu chez lui, c'est que c'est un assassin, une machine à tuer, qui essaie de ne pas l'être. J'ai passé une bonne partie de mon existence en colère, très en colère. En fait. J'avais vraiment envie de tuer tout le monde, en fait. Parce que j'étais en colère de mon paternel, j'étais en colère de là où je vivais aussi. J'étais en colère face à un manque de thunes, j'étais en colère parce que j'étais gros. Avant de découvrir le théâtre et l'expression artistique qui m'a permis de canaliser certaines choses que j'avais envie de dire, Wolverine était ce qui incarnait le mieux la rage que je pouvais avoir. T'as des parents, ils n'hésitent pas à déguiser leurs enfants à Halloween en Dark Vador. Oh, regarde, il est mignon. Oh papa, je suis un seigneur Sith. C'est un nazi. Et quand après, en faisant mes études de théâtre, j'ai découvert Molière, classique s'il en est, et une des premières phrases de Molière, c'est qu'il avait l'ambition de corriger les vices de la société par l'humour. C'est là où je me suis dit, bah voilà, en fait, via le spectacle, en fait, un mec comme Molière faisait le justicier, en fait. Faisait le justicier. Non mais c'est un nazi, Dark Vador. C'est le super-héros des nazis. Le mec, il tue des enfants, il détruit des planètes, mais ça gêne pas. Ah oui, à la fin, il se rachète. Ah bah ça va alors. Finalement, ça tient une bonne journée, tout ça. Non mais c'est un truc de fou. Les fans de Star Wars, c'est des gens qui sont capables d'écrire des pétitions parce qu'ils ont vu un Stormtrooper noir et ils trouvent ça scandaleux. Ou parce que c'est une femme Jedi qui tient, qui a le lead de l'histoire. Par contre, le Goebbels asthmatique, ça passe crème. Ça va, ça n'a rien à dire. Ce grand mélange de satire et de culture pop est un réflexe naturel dans les univers geeks. Les comics, par exemple, sont nés à la fin du 19e siècle, dans les grandes planches richement illustrées de journaux populaires. Des personnages comme le Yellow Kid y dénonçaient avec mordant les torts de la société nord-américaine. Et l'humour était tellement caractéristique de ces premiers comics que c'est de là qu'ils tirent leur petit nom. Comics, parce que comique, parce que drôle. Drôle et déjà politique. Ça me fait penser, il y a quelques jours, il y a un gars qui m'envoie un message à propos de Blockbuster, mon émission, qui me dit je me suis désabonné de Blockbuster parce que c'est dommage que vous soyez si politique. J'aimais bien les rêves du départ, mais vous êtes trop politique. Qu'est-ce que t'as dit? On a peut-être fait une émission sur Star Wars où on a peut-être évoqué que, en filigrane, George Lucas avait évoqué le fascisme et tu vois avec les Stormtroopers et c'était inspiré de l'idéologie tu vois nazie dans les uniformes ou ce genre de choses et là peut-être que le gars il s'est dit mais quoi cette interprétation ne me plaît pas. Vous mettez de l'extrême droite n'importe où. Il faut politiser Star Wars. Et donc il y a des gens qui partent en vrille en ce moment là-dessus en découvrant que la pop culture qu'ils vivent et consomment depuis plus de 40 ou 50 ans est basée sur des schémas et des déclarations politiques, tu vois. C'est comme si quelqu'un partait complètement en cacahuète parce que tu lui disais « Ah bah, Romero, quand il fait ses films sur les morts vivants, il dénonce aussi une certaine idée de la société de consommation. » Quoi ? C'est politique, c'est politique, mais oui. Donc, à un moment, il faut que les gens prennent conscience de certaines choses. Il y a énormément de choses qui sont politiques, même si elles ne sont pas estampillées. Et cette réaction adverse à des cultures geeks soi-disant trop progressistes ne date absolument pas d'hier. Dans les années 1950 déjà, les éditeurs de comics devront signer une charte s'engageant à respecter les valeurs traditionnelles de la famille. Seule façon de calmer la rage des sénateurs,
outrés par la popularité de ces comics qui étaient, selon eux, une cause de violence et d'homosexualité et qui montraient trop de femmes autonomes et indépendantes. Comme quoi, les geeks étaient déjà woke avant même que le terme n'existe. Très curieuse, très peu féminine, je trouve. Je la trouve très froide parce que je ne vois pas l'intérêt de dessiner une femme qui n'est pas femme. Au fond, c'est un brave homme qui se déguise en femme, se travestit. Excusez-moi, bonjour. Bonjour, vous désirez? Je cherche un vrai jeu de bonhomme. Un truc... C'est-à-dire? C'est-à-dire que moi, quand je sors du boulot, j'ai besoin de me défouler. J'ai besoin d'un truc qui tabasse un peu, pas un truc de gonzesse, quoi. Je me demande si vous avez dans votre magasin un truc qui convient à un vrai mec comme moi, quoi. On a le programme d'entraînement intellectuel du Dr Kawashima sur Switch. Pour vos neurones, ça peut peut-être aider. Pas compris. Je sais. En définitive, on est déjà en retard sur le réel parce que il y a énormément de joueuses aujourd'hui et même hier en fait. C'est juste qu'elles étaient discrètes, elles la ramenaient pas. Non mais c'est pas des gens qu'on croise. Il n'y a pas de connard frontal comme ça dans la vie. Mais c'est là où c'est compliqué parce que du coup, ça veut dire que le sexisme, il est plus systémique, il est plus ancré, il vient plus se nicher dans des trucs un peu où il y a débat, tu vois. Donc c'est plus compliqué. Ça, un mec comme ça, il est indéfendable et par une fille et par un homme. Et tout le monde les déteste. Je me souviens que j'avais tenté de jouer à des MMORPG. Donc les MMORPG, c'est les jeux en ligne. Et puis je me suis très rapidement rendu compte à quel point on était exclus par rapport à notre genre. Donc pendant 5 ou 6 ans, je me suis fait passer pour un garçon. Vous disposez d'une fort belle moustache, monsieur. On vous l'a déjà dit? Je vois que tu en possèdes une aussi. D'accord. Pour être tranquille et surtout qu'on voit mon niveau de joueuse en tant que telle et qu'on ne voit pas mon genre. Femme, retourne à la cuisine, ce genre de choses. Alors forcément, quand je suis arrivée sur YouTube, je m'attendais clairement à avoir ce type de réflexion et j'ai pas coupé. C'était attendu, n'empêche que ça faisait quand même mal. Et puis, avec le temps, je me suis rendu compte que je m'étais créé un peu une carapace et maintenant, ça rebondit, ça m'atteint plus du tout. Alors, pour être honnête, je peux pas dire si les haters ont diminué en nombre parce que je me suis dotée d'une armée de modérateurs. J'ai les meilleurs modérateurs du monde qui, bien avant que je passe à regarder mes commentaires, ont déjà supprimé toutes les petites réflexions un peu désobligeantes sur mon physique, sur ma manière de m'exprimer, sur mon genre, etc. Donc je les vois plus. Et puis c'est tant mieux. Mais d'un côté, quand on y pense, après je parle beaucoup avec des collègues streameuses et youtubeuses, on s'aperçoit quand même que malgré tout, du moins depuis 2015, il y a une évolution certaine et on se rend compte que c'est quand même plus facile pour nous d'exister plus sereinement sur la plateforme. Même si, il faut le dire, il faut l'avouer, il faut poser un petit peu ses mains sur la table et taper du poing, c'est pas encore tout à fait ça, on a énormément de chemin à faire. Les cultures geeks n'évoluent donc pas dans un vide politique, bien au contraire. Et même si une partie de la communauté semble encore vivre dans le déni d'une société qui évolue, il est important de ne pas s'attarder uniquement sur les guerres de chapelles toxiques. Car si la farce a un côté obscur, elle ne saurait dissimuler une part beaucoup plus joyeuse, beaucoup plus rieuse, sociale et sociable des univers geeks. En invoquant le pouvoir des reliques de l'humour geek, nos héros viennent à bout du basilic de l'intolérance. L'heure est désormais à la fête, à la célébration de l'union des passions et des rires. Et c'est à cet instant, à travers toutes les contrées du continent de l'humour geek, que toutes et tous se rappellent que la communauté est la source de tout. C'est pour ça que j'ai pris Mewtwo, c'est parce qu'en fait, il n'y a pas Snake. Ah bah non, il n'y a pas Snake. Allez, quand même. Il est massif. Ce qu'on faisait, mais par contre, qu'on a perdu, je trouve, et je suis très content de l'avoir vécu et de continuer de le faire, c'est qu'on jouait, quand on jouait avec des gens, on jouait IRL avec des gens, dans la même pièce. Et ça, c'est agréable parce que une insulte à côté de quelqu'un, c'est pas la même chose que dans un casque. Parce qu'il y a le ton, mais il y a le visage, il y a toute la condescendance que tu peux avoir dans le regard quand tu l'as dit. Donc c'est pas le même taux d'énervement. La saveur de voir les larmes de quelqu'un qui vient de subir une défaite humiliante, c'est pas pareil que de la ressentir à travers un casque. Ah, j'ai encore gagné. Ah ouais, tiens. C'est dommage parce qu'il est du côté où on voit pas l'écran, on peut croire que je fabule, mais j'ai quand même encore gagné. C'est vrai. C'est sûr, c'est Lady Di déjà. Oui, Lady Die and We Try. Moi, je suis sûr que c'est ça. Alors, même si l'envie de vaincre prend parfois le dessus,
Les cultures geeks sont avant tout des affaires de socialisation, des moments de rencontre, de partage et d'échange. Le premier jeu que j'ai terminé de A à Z, ça a été Zelda Ocarina of Time avec mon papa. C'était un souvenir très drôle d'ailleurs parce que j'étais petite, hein, je devais avoir peut-être 7 ou 8 ans. Et mon père, il se levait la nuit en catimini, il me disait hey, « viens, on va jouer ». Et on avait fini le jeu, il était 2h du matin. Et je m'en souviendrai toute ma vie. Je vois encore ma mère qui se lève et qui me dit « Hé, c'est pas fini là, il est 2h !» Oui, je sais, mais on a fini de battre Ganon. Et ça, tu peux pas tester. Et rapidement, aux souvenirs partagés dans le monde physique, s'ajoutent ceux vécus dans les mondes, entre gros guillemets, virtuels. Et bref, sur ces communautés en ligne, il y avait des forums sur lesquels je traînais et je passais ma vie, et ainsi aussi des groupes Skype. Et en fait, je parlais avec des gens qui connaissaient mon contenu par cœur, mes vidéos sur le bout des doigts. Très vite, donc, il y a cette espèce de contact très humain. Parce qu'on est sur Internet, donc il n'y a pas de barrière, c'est pas à sens unique, jamais vraiment. Et donc, je sais que dès le début, moi, je m'abreuvais des retours parce que je me souviens du côté orgasmique que c'était de poster une vidéo, d'aller se coucher et le lendemain, elle avait été partagée sur tel forum ou tel truc et il y avait tout à coup 300 commentaires à lire. C'est quelque chose que le public te rendait, qui était inédit totalement. Maintenant, on est presque plus dans une optique de pas trop lire les commentaires, alors qu'à l'époque, vraiment, je m'en nourrissais parce que c'était le feu, quoi. Je le faisais pour moi au départ, et maintenant je me rends compte que j'ai un impact certain sur ma communauté. Je rencontre de temps en temps mes abonnés en convention, et il y en a beaucoup qui me disent « Tu sais, Caral, tes vidéos, elles m'ont grave aidée. » J'étais dans une période qui était absolument sombre et j'ai cru que j'allais pas m'en sortir. Et quand je rentrais du lycée, après une journée d'harcèlement au lycée, je me calais devant tes vidéos et puis ça allait mieux. Regardez l'amour dans le chat. Mais fou l'amour. Regardez les petits cœurs et les clap-clap qui popent de partout. C'est trop mignon. Ouais. Et c'est sûrement cette recherche fondamentale, excessivement humaine, d'une communauté à laquelle appartenir, qui explique le succès d'une plateforme, devenue reine pour les geeks, leur humour et leur passion, Twitch. Sur Twitch, les streamers et streameuses sont en direct pendant plusieurs heures pour jouer, rire et échanger avec leur communauté. En 2015, je déménage en Finlande et je vais y rester pendant 2 ans. Eh bien, on est assez isolé. Tout à coup, arrivé d'Angoulême, il fait -17, dehors, il y a un blizzard, tu te casses la gueule pour aller chercher ton courrier. Donc, tu as envie un petit peu de te faire un petit cocon. Et surtout, moi, je parle pas du tout finlandais, finnois d'ailleurs, on dit. Et ce lien avec la francophonie, on revient sur le lien avec les gens. J'en avais besoin, c'était vital pour pas trop tomber en déprime. Et si j'ai vu que quelqu'un m'avait demandé tout à l'heure, je crois que c'est toi Mizou, si je préférais YouTube ou Twitch. YouTube m'offre de super opportunités que j'aurais jamais ailleurs. Mais je préfère être sur Twitch. Je vous assure qu'être là, c'est tellement plus gratifiant en termes de... Je sais pas, d'interaction, je crois, avec vous et j'aime bien. Sur YouTube, je suis toute seule. Je fais ma vidéo, je monte ma vidéo, ça me prend un temps infini. Je sais même pas si la vidéo, elle va marcher. Alors que là, bon, vous me parlez pas de vive voix, certes, hein, mais on partage des choses et sur YouTube, j'ai pas ça. Ce qu'il faut bien comprendre pour saisir l'ampleur de l'humour et des cultures geeks, c'est qu'une grande partie de la création est spontanée. Alors sur Twitch, les gens du chat sont tout autant source d'humour et de créativité que la personne à l'écran. Tu peux aussi les tondre. Un jour, en live, on est tombé sur un nain de jardin dans un jeu vidéo. On l'a appelé Patrick. Et depuis, j'ai commencé à collectionner les nains de jardin. Et ils s'appellent tous Patrick. Et les abonnés viennent me voir en convention et ils m'offrent des nains de jardin. J'ai parlé des nains de jardin à la télé. Ouais, je pense qu'on partage des trucs un peu chelous. Alors oui, on partage des trucs chelous, mais aussi des trucs drôles, sérieux, humains, inutiles, engagés. Et au final, peu importe, tant qu'il y a l'ivresse du partage. Il y a eu des périodes dans ma vie qui ont été extrêmement sombres ces dernières années, vraiment où ça n'allait pas du tout. Et puis, heureusement, derrière, que parfois, juste, j'allumais ma télé, je regardais des vidéos, heureusement que je lisais des comics, parce que sans ce divertissement-là, je pense qu'aujourd'hui, je ne serais plus là pour en parler, parce qu'il ne faut pas négliger l'importance du divertissement dans la vie des gens. Et le divertissement, tel qu'on le voit en France, on le voit souvent comme quelque chose de simple. T'es un troubadour, et puis on rigole bien, mais tu sers à rien. Alors qu'au final, pour certaines personnes, le divertissement, c'est un sauvetage. C'est un véritable sauvetage.
Alors bonjour, bonsoir. Cette grande épopée de l'humour geek, ce n'est donc pas une histoire d'enfants qui auraient peur de grandir, mais plutôt celle de millions de rêveurs et de rêveuses qui refusent de vivre dans un monde sans couleur et sans rire. Il filme, putain. Non, 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 non. Pour moi, le syndrome Peter Pan, c'est une grosse connerie inventée par des vieux qui sont empêchés de vivre et qui imaginent que tout le monde devrait vivre comme eux. On te dit, tu seras médecin, tu seras garagiste, et puis tu penses pas au chemin de traverse. Ceux qui vont te mener jusqu'à ta passion et ta passion qui va te permettre de gagner ta vie. J'avais pas pensé à ça. Le gamin, j'avais déjà 21 ans et dans ma tête j'en avais 12, et bien le gamin de 21 ans que j'étais à l'époque serait ultra fier et hallucinerait de voir voilà, le niveau qu'on a atteint et la qualité de ce qu'on sort, et ça j'en suis très fier. Et on sait pas pourquoi on est là, pourquoi ce serait pas du fun plutôt que de se dire non, tu comprends la vie, c'est avant tout dur. Ou non, ou c'est avant tout tu rigoles.